Bonjour à tous, RTI 1 vous informe dans le titre de cette édition. Il s'est tenu hier mercredi un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. La rencontre était dirigée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Le gouvernement a adopté un projet de loi sur les baux à usage domestique professionnel. On en parle dans quelques instants. La Côte d'Ivoire s'engage à opérer tous les changements nécessaires pour améliorer la santé des populations. Des propos du Premier ministre qui a participé mercredi à la première grande rencontre du comité de veille de la plateforme nationale Une seule santé Côte d'Ivoire. Créée par décret en 2019, elle entre dès à présent dans sa phase active. Et puis en Mauritanie, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 29 juin prochain démarre officiellement à minuit. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 6 candidats affronteront l'actuel président Mohamed Ould Ghazouani, dont le parti est largement arrivé en tête lors des dernières élections législatives municipales régionales de mai dernier. Des élections vivement contestées à l'époque par plusieurs partis. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1, le bail à usage d'habitation ou encore à usage professionnel. On en parle depuis hier. Le gouvernement entend désormais améliorer la gestion des différents cas de litige entre bailleurs et locataires. La décision a été prise hier mercredi lors du Conseil des ministres avec un projet de loi qui a été adopté dans ce sens. Il détermine les procédures applicables aux contentieux relatifs au bail à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble. Les précisions de Mahama Traoré. À la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, le gouvernement se réunit une fois de plus autour du chef de l'État pour un conseil des ministres. La session de ce 12 juin 2024 va délibérer sur 18 mesures générales, dont des projets de loi, d'ordonnances et des décrets. La première décision communiquée aux médias dénote de la volonté du gouvernement à régler de manière efficace les récurrents cas de litige dans le domaine immobilier. Il s'agit d'un projet de loi déterminant les procédures applicables aux contentieux relatifs au bail à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble. Ce projet de loi vise à simplifier et à accélérer la gestion de ce type de contentieux et à protéger au mieux les droits de toutes les parties au litige. À cet effet, il prévoit des délais qui s'imposent aux juridictions compétentes pour rendre leurs décisions et aux commissaires de justice pour accomplir leurs actes, ainsi qu'aux parties pour exercer les recours qui leur sont ouverts. Il prévoit, en outre, la procédure de mise en œuvre des mesures d'exécution de la décision éventuelle d'expulsion par les commissaires de justice pour assurer une protection accrue des intérêts des parties ainsi que des intérêts des tiers, notamment ceux dont les biens seraient en possession du locataire expulsé. Ces nouvelles dispositions sont également prévues pour s'appliquer en matière de bail à usage professionnel, de façon à pallier le vide juridique laissé par l'acte uniforme de l'OHADA portant sur le droit commercial. Le gouvernement envisage aussi d'adapter son dispositif réglementaire de la liberté d'association pour tenir compte des évolutions. Une ordonnance relative aux organisations de la société civile a ainsi été adoptée. Prise en remplacement de la loi de 1960 relative aux associations, cette ordonnance vise à encadrer au mieux la démultiplication du nombre des formes nouvelles d'associations et à mettre en cohérence de façon diligente leurs modalités d'organisation et de fonctionnement avec les exigences actuelles de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Elle prend en compte les formes nouvelles d'associations telles que les associations cultuelles, les organisations non gouvernementales et les fondations. Elle détermine en plus de leurs modalités d'organisation, de fonctionnement, leurs modalités de création, de financement et de contrôle. Un vent nouveau souffle sur l'écosystème national de la statistique. L'Institut national de la statistique vient d'être dissous par décret pour laisser place à 3 nouvelles entités créées par décret. L'ensemble de ces 4 décrets portent des innovations majeures en vue de définir concurremment
un système statistique national moderne et performant, doté de ressources adéquates pour produire et diffuser, en toute indépendance et en temps opportun, des données statistiques fiables. Ces innovations s'articulent autour de la création de 3 nouvelles structures en matière de statistique, à savoir l'Agence nationale de la statistique, le Fonds national de développement de la statistique et le Conseil national de la statistique. Créée en remplacement de l'INS, l'Agence nationale de la statistique est le nouvel organe central chargé de l'animation du système statistique national. Assorti d'un plan d'action, une politique nationale de gestion intégrée des frontières va être mise en œuvre par le gouvernement sur une période de 10 ans. Le PNJFCI, c'est son abréviation, fixe le cadre de référence de l'ensemble des actions de l'État consacrées à la sécurisation des frontières terrestres, maritimes et aériennes et à l'amélioration du cadre de vie et du bien-être des populations vivant dans ces espaces stratégiques. Elle est articulée autour de 6 axes incluant la coopération transfrontalière, la délimitation et la démarcation des frontières nationales, la sécurisation des zones frontalières et le renforcement des infrastructures et des services de base dans les zones frontalières. Les actions prioritaires et urgentes vont globalement coûter 85 milliards de francs CFA sur les 5 premières années. Dans une dynamique d'action et d'impact, le gouvernement entérine le plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027, la politique sectorielle de développement de l'industrie textile et la stratégie nationale de lutte contre la criminalité des espèces sauvages. Après le Conseil des ministres, le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, a pris part à la première réunion annuelle de la plateforme Une seule santé Côte d'Ivoire. Aux côtés des bailleurs de fonds, il s'est agi de mobiliser et de renforcer l'action gouvernementale en vue de garantir la bonne santé des populations ivoiriennes. On en parle avec Alexis Ouedraogo. La santé est un point de convergence de plusieurs secteurs. Eau, environnement, transport, assainissement, ressources animales et halieutiques, puisqu'à ce jour, 60% des maladies de l'homme proviennent des animaux. Pour donc assurer la sécurité sanitaire d'un pays, il faut détecter rapidement et riposter efficacement aux menaces de santé publique sur différents secteurs. C'est justement la mission de la plateforme Une seule santé, réunie ce mercredi à la primature. La Côte d'Ivoire, par la politique du président Alassane Ouattara, se préoccupe d'offrir aux Ivoiriens une santé équilibrée à travers tous les vecteurs qui constituent la force de la santé. L'agriculture, les ressources animales, les transports, l'environnement, l'eau, l'assainissement. Par conséquent, c'est un ensemble d'éléments qui préoccupent le président de la République. C'est pourquoi on a mobilisé toute une équipe gouvernementale avec la présence des bailleurs de fonds que nous voulons remercier pour la qualité de leur présence à nos côtés et surtout pour leur proximité. Nous les mobilisons pour qu'ensemble, nous offrions aux Ivoiriens le meilleur de la santé. Nous sommes engagés sur cette voie et la Côte d'Ivoire veut se donner les moyens pour réaliser de très bons scores dans ce domaine. Mis en place depuis le 3 avril 2019, la plateforme Une seule santé matérialise l'engagement du gouvernement ivoirien à améliorer chaque jour un peu plus la santé des populations. La protection et la régénération des forêts, notamment la réserve naturelle du Cavali, était au cœur d'une rencontre, une pièce théâtrale et un panel ont marqué cette activité de sensibilisation. Une rencontre au cours de laquelle la présidente du conseil régional du Cavali a rappelé les actions menées par le gouvernement pour la protection de la faune et de la flore. Serge Pacom Didier Nguissan. Cette pièce théâtrale pour sensibiliser les populations à la préservation de la forêt. Intitulée Un Bonyi au Cavali, cette production artistique est inspirée de la nouvelle réserve naturelle du Cavali. Une initiative pour créer un cadre d'échange entre les communautés. Les conflits intercommunautaires, la perte de la biodiversité, les enjeux transfrontaliers,
L'orpaillage clandestin, la vente illégale des forêts sont entre autres les problématiques mises en scène. Cette pièce de théâtre était là pour parler de la création de la nouvelle réserve du Cavally et de ses implications pour les communautés, pour aller vers les communautés, discuter avec les communautés et créer aussi un cadre d'échange entre l'OIPR et les communautés riveraines de la réserve naturelle du Cavally. La préservation de la réserve naturelle du Cavally a été également au centre des échanges au cours de ce panel portant sur la protection et la régénération des forêts en perte de vitesse. Occasion pour l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, organisme en charge de la gestion de la nouvelle réserve du Cavally, d'exposer ses stratégies et plans d'action. Cette stratégie s'articule autour d'un certain nombre de points. Le premier point, c'est d'assurer l'intégrité de l'espace. La deuxième action, c'est des actions de sensibilisation. Il faudrait impliquer les populations dans la gestion de l'espace. Je me félicite en tout cas de la qualité, de la pertinence de la pièce de théâtre. Et je voudrais, avec les acteurs, dire aux populations que la forêt est un bien inestimable pour les populations. Les populations doivent revoir leur rapport avec la forêt. Il faut revoir notre façon de vivre avec la forêt. Il faut revoir notre façon de nous comporter avec la forêt parce que cette forêt n'est pas notre héritage à nous. Cette forêt est l'héritage de nos enfants. Et c'est pour eux que nous devons nous mettre ensemble avec le gouvernement pour la préservation de cette réserve du Cavally, de toutes les réserves de Côte d'Ivoire et de toutes les belles forêts que nous avons en Côte d'Ivoire. En septembre 2023, le gouvernement a décidé que la forêt classée du Cavally soit surclassée pour devenir une réserve naturelle. Qui parle de forêt parle aussi d'agriculture. D'anciens étudiants réunis sur la PFACI, la plateforme des écoles familiales agricoles de Côte d'Ivoire, se sont rencontrés à Yamoussoukro. Après leur formation en culture, en technique culturelle et en élevage, ils ont décidé de plancher sur la bonne marche de leurs activités. Un accent particulier sera mis également sur leur perfectionnement au quotidien de manière à améliorer leur travail. À Kader Sogodogo. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. La phrase est connue. La PFACI, la plateforme des écoles familiales agricoles de Côte d'Ivoire, à travers ses anciens élèves en assise à Yamoussoukro. Culture agricole, élevage, formation, diplôme, le secteur est ouvert à tous. Le domaine agricole n'est pas fait uniquement pour les hommes. Nous les femmes, nous pouvons entreprendre dans l'agriculture et réussir. À cause de la formation que j'ai suivie, j'arrive à prendre soin de moi. J'encourage mes frères jeunes à s'intéresser au maraîchage. Grâce au maraîchage, j'ai pu m'acheter au moins un tricycle. À ce jour, plus de 3000 élèves formés. Les assises ont permis de jauger le niveau d'insertion et les grands défis à relever. Ici, les diplômes qu'on délivre pour les instituts de formation à l'entrepreneuriat, c'est le diplôme de CAP des métiers de l'agriculture et de l'élevage. Donc ces jeunes-là, ils ont suivi 3 années de formation et à l'issue donc de cette formation-là, aujourd'hui, ils ont la capacité de mettre en place des activités génératrices de revenus. Et donc c'est à cette occasion que nous les avons invités ici pour que ces derniers-là, on puisse encore discuter et voir comment est-ce qu'on peut véritablement les accompagner pour qu'ils puissent mieux réussir dans les activités d'aujourd'hui. Les assises de la PFACI ont pris fin avec l'espoir d'une meilleure contribution pour un secteur agricole qui va de l'avant. Le 13 juin marque la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, une condition génétique qui affecte des millions de personnes à travers le monde entier. Avec son lot de stéréotypes et de préjugés, l'organisation Pierre Fabre a décidé de faire barrière. Elle vient de lancer une campagne de sensibilisation sur l'albinisme. Objectif, améliorer la qualité de vie des personnes atteintes par cette affection génétique. Le reportage de Kémy Diallo et Didier Nguissan. L'albinisme est une condition génétique souvent mal comprise. C'est une anomalie congénitale de la formation de la mélanine qui provoque une hypopigmentation de la peau, des cheveux et des yeux. Trop souvent, les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées à la discrimination, au harcèlement et à l'exclusion sociale simplement en raison de leur apparence. L'ignorance de ces personnes-là qui sont dans les fins fonds des villages, qui n'ont pas de conseils de santé, qui ne fréquentent pas nos hôpitaux, qui ne vont pas dans les centres de santé et donc ils sont livrés à eux-mêmes et ils ne savent pas que le sommeil constitue
le premier danger. Derrière ce manque de pigmentation de la peau se trouvent des individus pleins de talent, pleins de rêves. Depuis 1999, l'association Pierre Fabre répond aux besoins de santé peu couverts par les organismes internationaux. Alors, la Fondation Pierre Fabre a pour mission d'améliorer l'accès aux soins et aux médicaments de qualité dans les pays à ressources limitées en ciblant particulièrement les populations vulnérables et en travaillant de concert avec les autorités et les acteurs de la santé des pays, c'est-à-dire les professionnels de santé, mais aussi les associations de la société civile. Dans une société où les pratiques stigmatisent les personnes atteintes d'albinisme, il est important d'écouter la parole des albinos. Ce projet, ça prend en compte 90% de nos objectifs. Et nous, nos objectifs, c'est aider ces personnes-là à mieux supporter leur handicap à travers des actions de sensibilisation, des actions sociales dans la santé, etc. Le 13 juin, la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme met en avant cette initiative qui permet de donner la parole à ces personnes si souvent marginalisées. Épidémie de dengue à Tortilla. Dans sa riposte, le ministère de la Santé a déployé une équipe médicale pour contrer la contagion. Après plusieurs jours d'investigation, le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique s'est aussi rendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Les populations ont été sensibilisées sur les causes et les conséquences de cette maladie vectorielle. Des moustiquaires ont aussi été distribués gratuitement. Le reportage de Boubacar Silla dans un commentaire de Kader Sogodogo. Un foyer de dengue est signalé dans la sous-préfecture de Tortilla, département de Niakaramandougou. La maladie a fait plusieurs victimes. Aucun décès enregistré. Face à cette situation préoccupante, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a déployé une équipe d'épidémiologistes dans la zone. Après plusieurs semaines d'investigation, le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, est sur le terrain pour s'enquérir de la situation. L'investigation épidémiologique qui a eu lieu nous a permis de voir qu'en fait, il y a eu 2 décès mais pendant cette période, mais qui n'étaient pas du tout liés à l'événement. Il s'agit de cas de diabète, il s'agit de cas d'abdomen chirurgical, donc ils sont donc décédés et qui n'avaient rien à voir avec la situation. Et donc, nous avons instruit nos collaborateurs avec le district sanitaire qui est venu faire une investigation rapide, qui a fait des prélèvements et qui a mis en évidence la dengue. Voilà. Donc, les équipes épidémiologiques continuent de sillonner la ville de Tortilla pour voir l'ampleur et l'évolution de cette situation. Les responsables du programme national de lutte contre le paludisme exhortent les populations à s'impliquer dans la lutte antivectorielle en assainissant leur cadre de vie. Nous insistons auprès de la population pour qu'elle-même prenne à bras le corps la lutte contre ces vecteurs-là. Donc nous insistons auprès des populations de venir à l'hôpital lorsqu'il y a des symptômes qui se présentent. Symptômes à titre de fièvre, les équipes qui sont là vont les aider à lutter efficacement contre le vecteur, c'est-à-dire contre les moustiques, mais également contre les larves de moustiques qui sont dans la localité. Dans le cadre de la stratégie gouvernementale pour l'éradication des moustiques tigres, vecteurs de la dengue, une vaste opération de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés et de démoustication est initiée dans toute la commune de Tortilla. On reste toujours dans le domaine de la santé avec du matériel médical offert à la formation sanitaire urbaine de Williamsville. C'est un don de la représentante résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, un geste hautement social qui s'est déroulé au cours de la célébration des 49 ans d'existence de l'organisation régionale ouest-africaine. Le reportage de Marie-Chantal Akandan. Dame Drilou vient de donner naissance à un bébé. Un moment de joie pour la jeune mère. La joie se lit aussi sur le visage du personnel qui reçoit au même moment du matériel médical de la CEDEAO. Et donc nous venons de recevoir de la part de la CEDEAO. Nous sommes ravis parce que nous avons besoin de ça. Grand merci à la CEDEAO. Nous avons procédé à l'accouchement. Tout s'est bien passé. J'ai accouché une fille grâce à la sage Sérif. En tout cas, elle m'a bien tenue.
La représentante résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire a choisi cette maternité pour y offrir une couveuse, une table d'accouchement et un réfrigérateur. Ce geste solidaire s'inscrit dans le cadre des célébrations du 49e anniversaire de la création de la CEDEAO, dont le thème cette année est renforcer l'unité, la paix et la sécurité régionale. Dans le cadre de cet anniversaire, nous avons souhaité aussi accompagner cet hôpital, FSU de Williamsville, pour toutes ces actions sociales qu'il mène afin que les femmes puissent accoucher dans de bonnes conditions. Le directeur de la formation sanitaire a salué cette initiative, soulignant combien ce don est important pour améliorer les conditions de travail du personnel. Avant, nous étions obligés de les référer ailleurs, où il y avait des couveuses pour que la prise en charge soit faite. Mais aujourd'hui, voyez-vous, dans le référement, il peut y avoir des anomalies. Aujourd'hui, tous ces bébés seront sauvés. Cette action arrive à point nommé, apportant non seulement des équipements indispensables, mais aussi un message de solidarité et de soutien à la communauté locale. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivantes en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le dimanche 16 juin 2024, jour de la fête de la Tabaski, est férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, conformément au décret submentionné, le lundi 17 juin 2024, le lendemain de la fête de la Tabaski, est également déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Signé Miss Belmondo Dogo. Le sacrifice d'Abraham appelle à l'immolation du mouton, de la chèvre, du bœuf ou encore du chameau. Mais les bêtes doivent obéir à un certain nombre de critères. Le fidèle musulman ayant les moyens de le faire doit aussi observer certains principes islamiques. Et sur ces principes, les imams et autres guides religieux donnent des précisions avant la célébration de l'Aïd el-Kébir qui aura lieu dans quelques jours seulement. Le reportage de Soro Corona. L'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski commémore l'acte de soumission d'Abraham à Dieu, lorsque son créateur lui demande de sacrifier son fils Ismaël afin de respecter son serment. Ibrahim a posé un acte important par rapport au serment qu'il avait fait. Il s'est dit par rapport à l'immense amour qu'il avait pour Dieu, que si Dieu lui donnait un enfant, alors pour prouver son amour indéfectible pour Dieu, il le sacrifierait pour la face de Dieu, pour prouver à Dieu qu'il l'aimait plus que tout, y compris un enfant. Alors Ibrahim a tout tenté, mais le couteau n'a pas égratigné la gorge d'Ismaël. Mais c'était un acte capital, c'était un acte de foi sans précédent que les musulmans essaient de perpétuer. 4 types de bêtes sont admis à ce sacrifice. Un chameau qui a 5 années révolues, qui est en train d'entamer sa 6e année. Le mouton, c'est une seule personne et il doit avoir 1 année révolue. Et la chèvre, ensuite, doit avoir 6 mois révolus. Mais là, c'est pour vous et votre famille. La chèvre, le bœuf et le chameau à sacrifier doivent répondre à des critères bien précis. Et il faut que la bête à sacrifier soit libre de tout handicap. Il ne faudrait pas qu'il boite. Il ne faudrait pas qu'il soit borgne ou aveugle. De 3, il ne faudrait pas qu'il soit malade. Une maladie qu'on peut détecter à l'œil nu. Un animal qui fait la diarrhée, par exemple. Il ne faudrait pas qu'il soit un animal trop chétif, de sorte qu'on puisse compter les côtes. Il est aussi interdit de s'endetter pour l'achat d'un mouton. Si tes moyens te permettent de faire le sacrifice, alhamdoulilah, tu peux le faire. L'année prochaine, si tes moyens ne te permettent pas de le faire, alhamdoulilah, tu peux laisser. Il y a d'autres qui préfèrent aller prendre des crédits pour venir faire le sacrifice. C'est interdit dans la religion. Mais par contre, ce qu'on peut faire, vous êtes salarié, vous avez de l'argent. L'argent est en banque. Et peut-être au moment où vous devrez acheter le mouton, vous ne pouvez pas accéder à votre compte. Mais l'argent est là. C'est différent. Est-il possible de s'associer pour acheter un mouton, un bœuf? Un chameau, certaines personnes peuvent se cotiser, l'acheter
Et c'est comme si chacune de ces personnes qui se sont ainsi associées se sont acquittées de leur sacrifice. Et ensuite, il y a le bœuf. Ces personnes également peuvent s'associer pour acheter un bœuf. Il vaut Tabaski pour 7 personnes. Il y a une grande famille. Vraiment, je vais associer tous les membres de ma famille. Et donc, vous formulez l'intention, vous voulez immoler un bœuf, parce qu'il est plus gros, il n'y a pas de problème. Qui doit immoler la bête. Les attitudes à adopter avant, pendant et après la commémoration. Il faut que le couteau soit suffisamment tranchant, afin que la bête ne souffre pas. Si vous avez plusieurs bêtes à immoler, si d'autres bêtes sont là, vous faites en sorte que les autres bêtes n'assistent pas. Le chemin que vous empruntez pour vous rendre à la mosquée, ce chemin-là est parsemé d'anges qui vous voient. Ils ont pour rôle de témoigner du fait que ce jour donné, vous êtes déplacé à la mosquée. Et vous retournez par un chemin autre que celui que vous avez emprunté pour vous rendre à la prière. Ce chemin également que vous allez emprunter, autre que celui emprunté pour vous rendre à la prière, est également parsemé d'anges. Alors ils vous voient, ils attestent que vous vous êtes rendu à la prière. Le mouton sacrifié, après l'avoir dépecé, partagé en 3 parties. Une partie pour la famille, une partie pour les voisins et une partie pour les indigents. Pour cette année, plus de 3500 têtes de moutons sont disponibles en Côte d'Ivoire. La fête de l'Aïd marque la fin du Hajj et a lieu le 10 du mois de Djoulhadj, le dernier mois du calendrier musulman. Mais avant l'acte sacrificiel le dimanche prochain en Arabie Saoudite, les pèlerins ont migré ce jeudi vers les stations de Mina et de Arafat. Ils vont y entamer la phase décisive du Hajj pour une meilleure coordination de ces différentes activités. Un séminaire a été initié à l'intention des responsables des différentes commissions. Le détail de la rencontre avec notre envoyé spécial Issa Higo. Pour finir l'organisation des 5 jours décisifs du Hajj 2024, dont le départ des pèlerins est prévu pour ce jeudi à Mina et à Arafat. Cet objectif a fait l'objet d'un séminaire du commissariat du Hajj à l'intention des différents membres de commission. Nous avons décliné nos stratégies qui se divisent en 2 aspects. Une stratégie fixe qui consiste à créer des infirmeries sur les tentes et puis une stratégie mobile qui nous permet aussi d'aller chercher les malades sous les tentes et partout où ils seront. Chaque pèlerin a droit à une couchette. Et notre moyen de contrôle sous les tentes, pour ce qui concerne l'hébergement, c'est les tickets Mina. Numérotés et identifiés. Quand tu n'as pas ça, tu n'as pas droit à une couchette. Le programme de Tawaf du Hajj, progressivement selon l'arrivée des groupes est également établie. Les horaires sont connus. Les personnes qui doivent les accompagner sont déjà désignées et sont déterminées à mener cette tâche à bon port, Inch'Allah. Pour le commissaire au Hajj, toute la stratégie est prête pour assurer un bon pèlerinage. Au niveau du départ ici, ils nous ont dit que le candidat aura un badge et aura un bracelet intelligent. Ils vont sceller l'entrée, c'est-à-dire la porte de car. Cela voudrait dire que d'ici jusqu'à Mina, on ne doit pas ouvrir le car. Donc tout ça, c'est pour lutter contre les clandestins. Bachi Ouattara profite pour prodiguer quelques conseils aux pèlerins. Nous sommes à 24 heures du départ sur Mina demain, c'est de se reposer. Et nous leur disons aussi de ne pas prêter leur badge à qui que ce soit. C'est individuel, c'est personnel. Au total, 9432 pèlerins ivoiriens sont présents en Terre Sainte pour l'accomplissement de ce pilier important de l'islam. On parle maintenant de cohésion sociale dans l'ouest du pays avec le canton Gand qui a abrité récemment une caravane de sensibilisation. Les populations de cet village ont été sensibilisées à la paix et à l'unité. Il s'agit d'une initiative des jeunes impulsée par des cadres pour le développement de Biankouma, une activité parrainée par un cadre de la région. Le commentaire de Léon Brou. Lema, village électrifié, mais illustration du lent développement du canton Gand dans la commune de Biankouma.
À l'origine, et selon les jeunes, les divergences de vues. La présente rencontre donc pour exhorter à l'unité et à la cohésion du canton, modèle choisi pour les populations et notamment les cadres, le directeur général du CROU, Centre régional des œuvres universitaires de Mans. Également cadre de Biankouma, Dr Deli Mamadou passe pour la jeunesse Gand, ce vecteur de paix et de cohésion pour ses actions de développement. Dr Deli Mamadou accueille tous ses petits frères, tous ses parents. Et donc pourquoi croiser les bras et ne pas magnifier, honorer un digne fils qui ne fait rien d'autre que le développement de notre cher département. Renforcement des capacités et de la mobilité des chefs coutumiers et de communautés, appui à l'autonomisation des jeunes et des femmes, bref, des actions de développement que seules peuvent favoriser la fraternité, l'unité et l'entente, selon le directeur général du CROU de Mans. L'être humain, si tu fais quelque chose avec lui, évidemment, vous avez tous la paternité de ces actes que vous allez poser, et en ce moment, il y aura la convivialité et la cohésion sera un fait concret. Donc c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas dans des actions solitaires, mais que nous puissions rassembler tout le monde autour de ce que nous faisons, prendre la vie de tout le monde et agir pour l'intérêt de tous. Si nous sommes éparpillés, ça va être difficile pour nous de trouver cette unité pour pouvoir apporter le développement, le bien-être à nos parents. Son attachement à la cohésion et à la paix, Dr Deli Mamadou promet de le prêcher dans tous les départements. Objectif, développement de Biankouma. Et on termine ce journal avec l'actualité hors de nos frontières avec la campagne électorale pour l'élection présidentielle en Mauritanie du 29 juin prochain qui démarre officiellement à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi et ce jusqu'au 27 juin. 6 candidats affronteront l'actuel président Mohamed Ould Ghazouani dont le parti est largement arrivé en tête lors des dernières élections législatives municipales régionales de mai 2023 en raflant 107 sièges sur le 176 au Parlement. Des élections vivement contestées par plusieurs partis. L'objectif pour la commission électorale est, entre autres, d'organiser des élections transparentes dans un climat apaisé. Le prochain rendez-vous de l'information est à 20h. Quant à moi, je vous retrouve pour la dernière session de 23h.